Bienvenue à tous à Rio de Janeiro. Alors aujourd'hui, je suis à l'intérieur, il pleut et j'ai réussi à faire un petit peu de place autour de moi pour pouvoir enregistrer cette vidéo. Je suis Sébastien Lièvre, alias Lama Thupten. Je fais partie du temple bouddhiste à Genche da Praia qui est en train de prendre son essor à Rio de Janeiro et qui vous propose aussi des formations, que ce soit de la gnose bouddhiste ou de la psychologie bouddhiste. Et plus particulièrement, je vais ralentir mon débit, je m'occupe du côté taoïste, puisque ça fait 30 ans que je pratique cette vision du taoïsme, cette vision du yin et du yang qui sont en mouvement, cette vision des cycles. Et j'ai tendance toujours à tirer aussi les choses de ce côté-là, avoir cette vision-là, quelles que soient les choses qui vont m'être présentées, parce que même dans le bouddhisme, il y a du yin et du yang, même dans l'hindouisme, il y a aussi du yin et du yang, mais qui ont d'autres noms. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve partout, sauf que, le taoïsme a été, on va dire, cadré par des termes spécifiques, et c'est pour ça que vous retrouverez toujours le yin et le yang dans le taoïsme, parce que ça correspond à cette vision du monde qui nous entoure, qui est quand même plutôt chinoise à la base, hein. Même si vous verrez, toutes les religions se regroupent, si l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, c'est un mélange un petit peu les uns des autres, et bien surtout le côté bouddhiste qui est un mélange du taoïsme et de l'hindouisme. Et c'est ça qui est intéressant dans le panel et les couleurs de ce qui est autour de nous, c'est de voir un petit peu les choses de façon très large. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du Yiking. Alors le Yiking, c'est quoi? Le Yiking, c'est à la fois un processus divinatoire et à la fois un système philosophique. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait 64 symboles dans le Yiking. Je vais vous expliquer tout ça après. Et ce sont les 64 façons de vivre la vie. Alors sous plein d'angles différents, puisque ça peut être au niveau sociétal, ça peut être au niveau individuel, ça peut être même, je dirais presque, au niveau spirituel. Et voilà, le Yiking, c'est quelque chose qui est très très vaste. 64 symboles qui sont des combinaisons de 2 fois 3. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et surtout, voilà, il a été utilisé, il est encore utilisé en termes divinatoires, dans le sens où vous tirez le tarot, eh bien vous pouvez tirer le Yiking, c'est exactement la même chose. Si vous avez 3 pièces de monnaie, vous pouvez vous amuser avec, et vous verrez que je vous expliquerai peut-être ça. On peut tirer le Yiking avec des pièces de monnaie, par exemple. Il y a un côté pile, il y a un côté face, il y a un côté yin, il y a un côté yang. Alors, surtout le Yiking, pour moi, c'est une magie de la vie, c'est de la poésie aussi, parce que derrière les 2 symboles que l'on va utiliser, le yin et le yang, eh bien nous allons construire le monde. Et le taoïsme, c'est aussi ça, c'est construire le monde à partir du yin et du yang, c'est-à-dire que 1 a créé 2, la polarisation, qui va créer toutes les choses. Toutes ces choses, ce sont toutes les couleurs du vivant, que ce soit ce qui est sur Terre, ce qui est sous Terre, ce qui est au-dessus, et tout ça serait, voilà, c'est la vision taoïste, hein, vraiment, une vision où il y a ces 2 forces qui entrent en jeu, qui vont créer toutes les couleurs, hein, que ce soit les 4 éléments, voire 5 éléments, et voilà, tout ça est imbriqué les uns dans les autres, et c'est très intéressant. Toujours, je vous réinvite à une grande simplicité. C'est pour ça que j'ai tendance toujours à retirer les choses du côté du yin et du yang, parce qu'on joue qu'avec 2 choses. Non pas que le reste n'est pas une vérité, mais simplement, quand on revient vers une plus grande simplicité, je trouve, du moins c'est ce qui me correspond sûrement, eh bien, je m'en mêle moins les pinceaux, c'est beaucoup plus clair, et le jeu est beaucoup plus facile, si je peux dire. Donc, je vais commencer par vous raconter une jolie histoire. On va fermer les yeux et on va se retrouver 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors, 3000 ans, plus ou moins, je ne sais pas. L'important, c'est de comprendre que nous sommes en Chine,
qui n'est pas encore la Chine, et donc dans un temps qui est préhistorique, préhistoire de la Chine. Et nous avons un homme qui sort d'une tente, la nuit est tombée, et comme tous les soirs, il monte et il va sur le sommet de la colline qui est à côté de son camp, de son village. Et il va observer les étoiles. Cet homme, c'est Fu Yi. Fu Yi est un grand chef qui a dirigé son peuple à travers l'Asie, à travers les plateaux, et il va terminer sur les plateaux de la Chine. Et ce grand homme qui a su guider les autres, qui a su les guider à travers une paix stable, à travers une organisation, et il s'est entouré de personnes qui avaient des capacités aussi à comprendre, à voir les fonctionnements des étoiles, des animaux, des plantes, et ils ont énormément réfléchi à ce qu'il se passait autour de nous. Et puis, un jour, une chose apparaît en lui, qui est d'observer le monde, non pas sur toutes ses couleurs, mais surtout dans ses deux possibilités d'agir. Et il va toucher le jour et la nuit. Cette succession d'une chose après l'autre. Il va toucher le mouvement des étoiles, qui vont aussi créer un cycle. Il va toucher la vie d'un être humain dans son cycle, sa naissance, sa mort. Et il va essayer de le représenter. Il va le représenter de quelle façon? Eh bien, il va le représenter en les nommant, ce qui est déjà s'éloigner un petit peu de la chose, mais c'est pas grave, il faut bien nommer les choses. Et il va l'appeler Yin, et il va l'appeler Yang. Donc, je vous incite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le Yin et le Yang physique, puisqu'en fait, vous aurez vraiment toutes les connotations, les exemples, surtout reliés à l'alimentation, du Yin et du Yang physique. Et voilà, il comprend qu'autour de lui, ces deux énergies sont en mouvement et sont caractérisées par quand même des capacités bien spécifiques. Le Yin, c'est le froid. Le Yin, ça va être la flexibilité. Le Yin, c'est aussi l'hiver. Le Yin, ça va être aussi la lune. Ça va être le côté féminin. Et le Yang, ça va être le côté masculin. Le côté plus rigide. Le côté moins aqueux. Le côté plus dans l'action. Le côté plus sec. Et donc, il va voir autour de lui les choses en mouvement avec ces deux énergies qui bougent. Le Yang, c'est aussi l'énergie de la contraction, là où le Yin est l'énergie de l'expansion. Et donc, il va essayer de le mettre sur le papier. Et donc, à l'époque, il n'y a pas vraiment de papier sous la main, il va surtout utiliser un bâton. Il y aura un bâton plein et un bâton avec une encoche. Ce bâton plein, ça sera le Yang. L'encoche, qui montre l'ouverture, ça sera le Yin. Ce que l'on va représenter ensuite avec deux traits. Le Yang, le trait plein. Le Yin, le trait vide. Vous allez voir, parce que toute la vie est basée là-dessus, et on va s'amuser avec le triangle de Karpman, je ne vous l'ai pas dit, pour prendre des exemples vivants et de tous les jours. Avant, on passera aussi par les saisons, et vous verrez comment le Yin et le Yang peuvent se mettre les uns l'un dans l'autre. Donc, il va utiliser deux bâtons, un qui représentera le Yang, et un qui représentera le Yin. Et ces deux bâtons, si on les met l'un au-dessus de l'autre, eh bien, nous pouvons avoir 1, 2, 3, 4 possibilités. Ces 4 possibilités, elles sont là pour montrer la succession des choses. Et quand il regarde l'espace autour de lui, eh bien, en fait, il voit le ciel et il voit la terre. Donc la première représentation, bien avant le Yiking, qui va être d'une beaucoup plus grande complexité, la première représentation est une représentation à deux bâtons. Ces deux bâtons,
c'est par exemple quand les deux sont yang. Le ciel est yang, la terre est yang. Alors le ciel va être souvent représenté par le soleil. Donc là, nous sommes en plein été, par exemple. Le soleil est fort, la terre est chaude. Et puis, le ciel va diminuer en intensité et va passer du côté yin. Par contre, la terre reste chaude. On arrive à la fin de l'été. Et puis, il y a l'hiver, où les deux sont yin. La terre est froide et le ciel est froid aussi. Et puis, bien sûr, il y a le printemps, où vous aurez le ciel qui chauffe, qui se réchauffe, mais la terre qui est encore froide. Et vous voyez que l'on arrive à faire un cycle avec 2 bâtons et en observant ce qui se passe dehors. C'est juste qu'on essaye de le matérialiser. C'est le côté magique un petit peu de tout ça, c'est qu'avec 2 bâtons, on peut montrer la vie. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le Yiking est arrivé beaucoup plus longtemps après. C'est-à-dire que le Yiking, c'est un des grands classiques du taoïsme et donc de l'histoire de la Chine. Et on remonte son écriture à peu près à moins 1000, moins 500 avant Jésus-Christ. Là où quand on parle de Fuyi, on parle vraiment de quelque chose qui est avant l'histoire. Le Yiking, c'est aussi l'époque de Lao Tzu et de Confucius. D'accord ? Et ça fait partie vraiment des grandes références, bien sûr, du taoïsme. C'est d'une grande complexité. Donc c'est pour ça que je vous donne la simplicité. Et ensuite, si vous voulez vous amuser à rentrer dans la complexité, vous pouvez y aller. Mais c'est un labyrinthe énorme, en fonction de ce que l'on veut voir, en fonction de plein de choses, en fonction du positionnement. Tout peut changer et tout peut être en mouvement. Nous avons commencé avec la plus grande simplicité. La plus grande simplicité, c'est les prendre un par un. Mais on sait qu'ils sont ensemble. Donc on les met ensemble. Et la plus grande simplicité, c'est de partir de ces 4 symboles qui vont être ici. Et puis, Fuyi regarde et il voit le ciel, il voit la terre, et il voit tout ce qui est entre les deux. C'est-à-dire tout ce qui est vivant, quelque part. Les animaux, les êtres humains, les plantes. Et alors, on va pouvoir s'amuser à rajouter une composante. Et nous allons tomber sur les 3 successions du yin et du yang. 3 bâtons pour symboliser le monde vivant avec le ciel, la terre et les êtres qui sont au milieu. Et nous pouvons aussi encore raconter une jolie histoire sur, par exemple, la vie d'une année des êtres vivants à un endroit. Alors, dans le cas précisément que je vous ai donné, cette histoire, ça va être une histoire un petit peu comme en France, dans un pays qui est relativement tempéré, avec des hivers froids et des étés chauds. Comme ça, on va bien avoir toutes les possibilités et vous allez pouvoir comprendre comment en fait la vie s'organise grâce au yin et au yang. Nous allons commencer. Quand la terre est froide, les hommes sont en inactivité. Je vous rappelle que l'activité c'est le yang, l'inactivité c'est le yin. Donc ils sont au repos, en recharge d'énergie quelque part. Et que le ciel est yin, nous sommes ici, nous sommes tout en bas, nous sommes en plein hiver. Le ciel est yin, les êtres vivants sont yin, rien ne bouge, tout est au repos, tout est même en recharge, et la terre est froide. Le solstice d'hiver passe et le soleil commence à monter dans le ciel. Et vous avez le soleil, donc le ciel, qui passe du côté yang. Par contre, les êtres humains sont encore au repos, les êtres vivants sont encore au repos, et les végétaux, ils sentent l'énergie, mais ils sont encore au repos. Et la terre, bien sûr, est froide. Mais le soleil a commencé à arriver.
Nous sommes à peu près au mois de janvier. Puis nous passons février, mars. Et là, qu'est-ce que se passe-t-il? Le soleil monte encore en puissance, donc le ciel est toujours yang. Les êtres vivants commencent à se réveiller, commencent à faire un petit peu le ménage. Quand je vous parlais un petit peu dans la vidéo sur le petit déjeuner et tout ça, c'est vraiment comprendre ça. C'est que le corps se remet en mouvement le matin. Ce qui se passe dans le grand se passe dans le petit. Ce qui se passe dans une vie se passe dans une journée, se passe dans une année et se passe sûrement dans un cycle stellaire. Donc, il faut à chaque fois comprendre que tous les cycles se retrouvent les uns dans les autres. Et ça, c'est très intéressant. Donc, le soleil chauffe, les êtres humains, les êtres vivants se mettent en mouvement. Par contre, la Terre est encore froide. Donc, nous avons bien le symbole du yin. En bas, la Terre est froide. La Terre va commencer à se réchauffer. Nous avons bien le ciel chaud. L'être humain, les êtres vivants en mouvement, et de plus en plus. Et la Terre qui s'est réchauffée. Nous sommes à peu près au mois de juin, peut-être juillet. Juin, sûrement. Nous sommes au maximum du yang. Arrive le mois d'août. Le mois d'août, le ciel est toujours yang. La Terre est encore très chaude. Et les êtres vivants sont pris entre les deux. Donc, ils passent dans une forme de repos. Parce que quand on va trop dans l'extrême, il y a un moment où il faut se rééquilibrer. Et ce rééquilibrage, ce n'est pas la Terre qui le fait, ce n'est pas le ciel qui le fait, c'est les êtres vivants. Regardez comme quand il fait très très chaud, en plein été bien passé, eh bien les êtres vivants se mettent un petit peu en repos. Parce que s'ils sont en activité, ils passent en suractivité. Donc c'est pour ça que je me suis amusé à mettre ce symbole ici. Attention, tout ce que je vous raconte, vous pouvez le trouver dans un livre, mais le plus important, c'est de le découvrir par vous-même, d'essayer d'y réfléchir par vous-même, de repartir de zéro. Je vous rappelle que chez les Japonais, l'art de faire les choses était l'art de partir de zéro, et non pas de partir de toutes les connaissances empruntées à quelqu'un d'autre et de devenir un phonographe. Donc la connaissance, c'est vraiment une naissance à l'intérieur. Et tout ce que l'on enseigne en gnose bouddhique, eh bien, ce qui est très intéressant, c'est surtout d'aller en soi et d'aller sentir si ces choses-là qu'on nous raconte sont vraies ou pas. Alors, quand c'est un petit peu subtil, c'est pas toujours facile à sentir. Quand on est dans le monde physique, je peux vous dire le yin et le yang physiquement. Je peux vous faire sentir dans votre corps, votre foie, vos poumons, si je vais utiliser les aliments et notamment les carboniser. En plus, vous mettre dans une voiture. Voilà, allez voir cette vidéo parce que j'essaye d'expliquer un petit peu tout ça. Et donc ça, on peut le sentir fortement. Par contre, quand on est sur le côté un petit peu plus psychologique, il faut vraiment que le mental et que l'ego soient plus là pour qu'on sente directement les choses. Mais c'est possible. Et c'est alors là que vous devenez l'étudiant de la vie et non pas l'étudiant d'un maître. Et vous pouvez sentir la vie en vous avec ces mouvements. Donc, nous sommes au mois d'août. Je l'ai placé là, ce symbole. Hein, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé dans les livres, c'est ce que je ressens. La terre est chaude, le ciel est chaud, et moi je suis en repos parce que je ne peux pas monter en température. Arrive septembre. Le soleil est déjà bien descendu. Le soleil, le ciel passe du côté yin. Les êtres humains sont encore en activité et je dirais les végétaux, tout ça, sont encore aussi bien en activité. Le ciel est yin. Les êtres humains commencent à se dire que j'ai bien donné mon énergie et maintenant je regarde un petit peu ce qui se passe. La terre est encore chaude. Nous sommes au mois d'octobre. Et ça va être l'heure des récoltes. Hein, je vous rappelle que les châtaignes, les pommes, tout ça, c'est vraiment après l'été. Une fois que la terre a été chaude, que la vie a été en mouvement, que le ciel a chauffé tout ça. Et nous arrivons, voilà, mois d'octobre, fin octobre, aux récoltes. Et pour les récoltes, l'homme doit être vivant et en mouvement. Le ciel
commence à être bien froid et la terre commence à se refroidir aussi. C'est le moment des récoltes. Voilà, ça c'est encore un symbole que j'ai mis là, juste, je sais pas, par intuition, par ressenti. Peut-être que je me trompe. À vous de faire le voyage et de trouver ce qui vous correspond. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et c'est là qu'on est le vrai étudiant. L'être humain doit être actif. Il doit se mettre en mouvement. Il doit couper le bois pour faire les réserves pour l'hiver. Donc il y a un retour pour moi du yang à ce moment-là, de l'activité des êtres vivants. Les animaux vont chercher à manger. Voilà, ils ne vont plus être au repos à cause de la chaleur. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de cette fin d'été qui est à mon avis très intéressante, avec un retour du mouvement chez les êtres vivants, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ensuite, on revient bien sûr à un ciel froid, un être humain et des êtres vivants froids, c'est-à-dire au repos, et bien sûr une terre qui est aussi au repos. Et vous voyez, on a fait un cycle. Et on l'a expliqué à travers la vision de regarder les choses, de voir s'il y a de l'activité, pas de l'activité. Et c'est ce qu'on appelle l'octant. L'octant, c'est juste simplement les 8 permutations possibles de yin et de yang. Et ça vous donne un cycle. Alors si on revient au Yi-King, le Yi-King est un ensemble de 2 octants. C'est-à-dire qu'on va multiplier les possibilités d'interpréter tout ce qui se passe autour de nous. Alors on va dire que telle ligne est la société, telle ligne va être le ciel, telle ligne est la terre. Voilà, on peut décider de plein de choses. Et c'est ce qui en fait son côté magique et son... Comment dirais-je j'essaye de trouver le mot juste. C'est un conte. C'est un conte qui vous conte la vie avec ses mouvements et ses possibilités. Alors le Yi-King est vraiment quelque chose de très complexe et c'est vraiment une introduction à tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser à aller dans le Yi-King, allez-y. Mais si vous n'avez pas intégré ça, vous utiliserez le Yi-King d'une façon, je dirais, programmée. Parce que c'est toujours votre instinct-intuition qui doit être là pour vous guider vers la racine de chaque chose. Et la façon dont vous allez vous positionner, bien sûr, vous montrera les choses de façon très différente. Et c'est ce qu'on va s'amuser à faire avec le triangle de Karpman, puisqu'en fait, on va retrouver aussi nos 3 lignes. Donc c'était très drôle parce que Pascal, dans ses cours, parlait du triangle de Karpman. Et moi, j'étais en train de m'amuser avec le yin et le yang, et notamment avec l'octant. Et je dis à Pascal, t'as vu, c'est drôle, hein, ces 3 lignes. On retrouve 3 choses. Et ces 3 choses, on les retrouve partout. Vous les retrouverez aussi dans le samsara, le centre du samsara. Hein, dans le bouddhisme, c'est le cochon, le coq, le serpent. Et ils ont un rôle. Le cochon, ça va être l'ignorance. Le serpent, ça va être « j'ai peur ». Le serpent et la victime, pardon, c'est le cochon, hein, puisque si on retombe sur le... Excusez-moi, je mélange un petit peu tout, mais je vais essayer de le recadrer un petit peu. Donc, nous avons le sauveur qui est le coq, le désir d'aider l'autre, par exemple, la victime qui est le cochon, celui qui ne sait pas. Et puis, nous avons le bourreau qui est le serpent. On a peur du bourreau, d'accord? Donc, c'est vraiment ce triangle de Karpman. Quelque part, Karpman a repris la tradition. Mais si je regarde autour de moi, c'est ce que je peux voir aussi. Le jeu d'interaction entre des humains. Eh bien, en fait, ils vont souvent se positionner comme ça. Et ça tourne et c'est fermé. Puisque successivement, vous passez du bourreau au sauveur à la victime. Alors, ce qui est amusant, c'est que je mets le sauveur en haut. Il me semble que dans le triangle de Karpman, c'est pas positionné comme ça. Déjà, le triangle, il est positionné souvent, j'ai remarqué, de façon inversée. Moi, je l'ai positionné avec une base en bas. Et puis,
j'ai réfléchi tout à l'heure à pourquoi je l'avais positionné comme ça. J'ai mis le sauveur en haut. Alors, j'ai juste essayé de réfléchir à, par exemple, aux religions inversées et ce qu'elles vont vous enseigner. C'est que Dieu en haut est le sauveur. Que nous sommes, nous, en bas, les victimes. Et nous sommes en bas avec qui? Avec les bourreaux. Donc c'est très drôle de voir ça, puisqu'en fait, on va tomber aussi sur les mondes du haut et les mondes du bas, en sachant que nous, normalement, nous oscillons un petit peu entre les deux. Mais quand vous êtes dans le mode victime, vous êtes dans le monde du bas, dans l'inframonde, dans tout ce qui est en dessous. Et les bourreaux, c'est les plus méchants de tous. D'accord? C'est ce côté serpent. Donc, ce triangle de Karpman, on peut aussi le visualiser quelque part avec 3 lignes. On va mettre en haut le sauveur. Au milieu, on va mettre la victime. Et puis, en dessous, l'inframonde, les méchants, le noir, on va mettre le bourreau. Alors, là où on peut s'amuser avec l'octant, c'est qu'on va s'amuser, par exemple, à comprendre. Alors, le bourreau, la victime et le sauveur. D'accord? Victime et le sauveur. Eh bien, il y a plein de possibilités. Vous pouvez être un bourreau yang, actif. Vous êtes le bourreau, mais actif. C'est le côté yang. Et puis, on peut être aussi un bourreau inactif. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'ils sont des bourreaux. Ils ne sont pas forcément dans l'hyperaction de faire quelque chose pour faire du mal. Et pourtant, ils sont bourreaux quand même. Le bourreau a 2 faces, un côté yin, un côté yang. Je vais vous prendre un exemple. Bien sûr que le bourreau yang, c'est simple, on va prendre un homme, puisque c'est le côté yang, comme ça on va aller au maximum de la chose pour que vous ayez une bonne image. Le bourreau yang est un homme qui va frapper, tuer. D'accord? On est dans le yang, on est dans l'hypermatière. Et puis, si on veut trouver un bourreau yin, eh ben, on va chercher une femme. Et puis, bah oui, puisque le yin et le côté féminin, c'est la même énergie. Et puis, bien sûr qu'on ne va pas aller chercher la contraction et la violence. On va chercher son opposé, son côté yin. Et c'est quoi? C'est l'amour. Alors, l'amour, oui, mais l'amour est aussi une forme de destruction. Je prends l'exemple tout simple, hein. Une maman qui aime trop son enfant va finir par l'étouffer. Et là, vous avez son côté bourreau. Ah, je suis désolé pour les mamans, mais je reprends un homme, hein, histoire qu'on termine sur une bonne chose pour vous. Mais le bourreau homme, c'est celui qui va taper son enfant pour qu'il fasse les choses comme il veut. Voilà. Donc on a bien un bourreau qui peut être yang ou yin. Si on prend la victime, on a 2 types de victimes. Alors la victime, on va prendre les moutons. Hein, on est en plein dans l'actualité avec cette histoire. Pascal a très bien identifié les choses avec les moutons noirs et les moutons blancs. Eh bien, vous avez les moutons blancs. Ce sont les victimes yin. Ils sont là et ça leur tombe dessus. C'est le mouton blanc. C'est le mouton yin. Et puis, vous avez la victime yang. C'est le mouton noir. C'est-à-dire qu'en fait, il se sent victime de tout ce qui est en train de se passer et il a envie de tout casser. Et c'est la victime noire. Le nationalisme est une forme de victime noire. Pardon, je dis noir, parce que le trait est tout noir. Mais c'est une forme de victime dans l'action. C'est-à-dire que les autres sont mes ennemis, donc je suis la victime, et je vais tout faire pour faire bouger les choses. Hein. Donc, un côté yin, un côté yang, aussi pour la victime. Et puis, vous avez le sauveur. Alors, le sauveur, il peut être soit du côté yang, actif, dans l'action. Alors là, le sauveur dans l'action, c'est celui qui encadre, par exemple, les constellations familiales. Hein, la constellation familiale, vous avez les victimes devant vous. Vous, vous êtes le sauveur, vous êtes celui qui va tout arranger, qui va tout mettre en place, qui va guider. Alors attention, je n'ai pas dit que tous les gens qui faisaient ça étaient absolument des sauveurs. Mais comprenez bien une chose, c'est que
il y a deux façons d'agir dans la vie. Soit vous comprenez et vous sortez de tout ça, que vous n'êtes qu'un ingrédient au milieu de tout ça, ou alors vous pensez complètement être ça, ça ou ça. Donc il y a deux positionnements pour moi qui sont très importants, et on va retomber du côté de l'ego Bouddha, ou bien de l'ego qu'on appelle mondain. L'ego mondain, il se positionne dans ce cadre-là. Victime, bourreau, sauveur. L'ego Bouddha, il se positionne dans un grand tout, où en fait, il n'est que là, à un instant T, pour agir de façon juste, en fonction de ce que la vie demande et en fonction des interactions. Mais il ne va pas se concentrer sur lui, il va être dans une ouverture. On est encore sur le yin, le yang et le yin. Donc, si on prend les sauveurs, donc là, on prend les thérapeutes, parce que c'est toujours très simple avec ça. Donc, vous avez les formes de thérapie où vous êtes le sauveur actif, c'est-à-dire que vous savez que tel médicament, ça peut soigner telle chose, donc vous allez faire prendre ça à quelqu'un, et là, vous êtes le sauveur actif. Ou alors, vous pouvez être aussi le sauveur passif. Le sauveur passif, je pense que c'est totalement le psychiatre. Le psychiatre, il s'assoit, il ne bouge pas, il ne parle pas, ou très peu, et il écoute. Et nous sommes dans le cadre du sauveur passif. Alors j'ai pris celui-là parce que c'était le plus intéressant. Mais ça pourrait être presque quelqu'un qui, par exemple, utilise une machine. Et du coup, lui est dans l'inaction, la machine agit, mais lui est dans l'inaction. C'est une forme de sauveur, on va dire, côté yin. Et voilà, et tout ça est un petit jeu entre tous, avec toutes les possibilités qui sont ici. Alors bien sûr que tout ça, vous pouvez l'adapter à plein de choses. Vous pouvez l'adapter à la politique, à un dirigeant d'un pays, au peuple, et puis, je ne sais pas moi, ce qu'il pourrait y avoir dessous. Ou alors vous pouvez vous focaliser juste sur 2 points. Mais ce qui est très amusant, c'est juste, et ça permet une ouverture de l'esprit de passer par ce genre de choses. Toutes les traditions, et ça c'est raconté dans l'histoire de Fouille, c'est-à-dire que les personnes qui vont être autour de lui vont être des personnes vraiment qui vont être dans cet instinct intuition, c'est-à-dire que du côté bouddhiste, on dirait la clarté, on dirait l'omniprésence, c'est-à-dire le fait de se projeter dans quelque chose et d'en sentir tout ce qu'il est. Et aussi cette forme de méditation qui permet de tout intégrer ensemble. Quand on commence à regarder un petit peu le yin et le yang avec ça, eh bien on entre dans un état de méditation, puisqu'en fait on est en train de tout ouvrir et d'essayer de tout embrasser. Donc en fait, c'est une vision de la vie et une façon de vivre qui est totalement différente du samsara où tout bloque, tout tourne et tout est friction. J'ai pas dit que c'était mieux ou que c'était moins bien, je parle juste d'un fait de ce que je vois. Vous avez une façon yang de vivre, c'est d'être dans le samsara, et une façon plus yin, plus ouverte, c'est du côté Bouddha, Nirvana. Donc voilà, c'est très intéressant de comprendre les choses comme ça. Et ensuite, vous pouvez passer au Yiking, mais alors là, vous allez tomber dans l'hyper-complexité. Alors ça peut être très drôle, mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a vraiment des choses très complexes dans le Yiking, où vous avez en fait l'octant du bas, l'octant du haut, mais ensuite vous avez des octants intermédiaires, c'est-à-dire que vous pouvez prendre les 3 qui sont ici, ou alors les 3 qui sont ici, ce qu'on appelle les octants binaires, et voilà, et c'est une grande complexité, donc si vous voulez vous amuser avec ça, c'est génial, parce que c'est une aire de jeu qui est gigantesque, mais je vous incite vraiment à toujours revenir à une grande simplicité. Revenez ici tout en haut, ensuite vous complexifiez un petit peu quand vous avez bien intégré et senti et vécu toutes ces choses, et ensuite vous pouvez vous amuser avec le Yiking en étant guidé par votre instinct, intuition, et cette espèce de grande méditation qui vous permet de saisir chaque chose et de sortir la symbolique de ce genre de choses. Idem pour le tarot. Le tarot n'est qu'un Yiking avec des images, c'est la même chose. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'était très
Moi, j'aime bien parce que c'est un côté très magique. Hein. Si j'ai appelé mon site internet Avida et Magica, c'est pas pour rien, mais c'est tout simplement pour prendre conscience de ce côté magique de la vie. Et voilà, quand vous étudiez la vie, vous étudiez le rêve de la vie, parce que là, on est vraiment dans le rêve de la vie, et bien, quelque part, vous n'êtes plus ni la victime, ni le bourreau, ni le sauveur. Et puis parfois, même si vous le devenez pas très longtemps non plus, parce que personne n'est parfait. Et à chaque instant, on peut être le sauveur, le bourreau, la victime. Hein. Même quand on a les notions de tout ça et d'une vie quand même beaucoup plus calme, on n'est pas parfait. Voilà. Nous ne sommes pas parfaits. Reste à vous souhaiter une bonne journée, j'espère avec un soleil beaucoup plus franc qu'ici. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour sûrement une conférence que je ferai sur une vidéo, pardon, sur l'écologie, puisque bien voilà, il y a à peu près 20 ans, 2004, oui c'est ça, presque 20 ans, j'ai fait une maison tout seul comme un grand, avec mes petites mains, et donc j'ai fait une maison en rondin, en utilisant la forêt, en étant complètement indépendant du système, et voilà, j'ai mis 2 ans à la faire, et vous verrez que je vais vous parler un petit peu de l'écologie, reposer un petit peu les choses, et voir où on en est aujourd'hui. Parce que 20 ans après, que s'est-il passé? Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, ici ou ailleurs. Ciao!